Donc voici la suite du cours. Vous pouvez mettre pause pour reprendre en note votre cours et le recopier dans votre cahier. Alors, on en était au grand 2, les transferts d'énergie au sein des écosystèmes. Grand A, la photosynthèse, base indispensable à la nutrition des êtres vivants. Et vous aviez fait l'activité 3 qui consistait à construire un schéma fonctionnel pour représenter les flux d'énergie au sein d'un écosystème. Je rappelle qu'un écosystème, c'est les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent, ainsi que leurs interactions. Donc voici la correction du schéma que je vous ai fourni, qui était éventuellement un peu compliqué. Voici un schéma qui pouvait être fait, où on voit le soleil fournir de l'énergie solaire aux producteurs primaires, aux végétaux, qui, par photosynthèse, transforment cette énergie solaire en énergie chimique, en formant de la matière organique. Ces végétaux sont mangés par des herbivores, consommateurs primaires, donc le long de la chaîne alimentaire par assimilation. Et tous les êtres vivants ici, lorsqu'ils meurent, sont décomposés par des décomposeurs, donc des vers de terre, des bactéries, des champignons du sol, des micro-organismes qui vont digérer la matière organique pour en faire de la matière minérale. À chaque fois qu'on passe le long de la chaîne alimentaire par assimilation, il s'agit de l'énergie chimique qui est transformée et transférée sous forme d'énergie chimique. Chaque être vivant peut à son tour récupérer l'énergie issue de la matière organique par respiration ou par les deux mécanismes de respiration ou fermentation. Donc en vert, c'est de l'énergie récupérée par l'être vivant lui-même. Enfin, lors de ces mécanismes de transformation de l'énergie, il y a de la perte. Donc les flèches violettes sont des pertes d'énergie sous forme de chaleur la plupart du temps ou d'évapotranspiration pour les végétaux. Donc vous avez bien des symboles, des cadres qui correspondent aux êtres vivants, des flux d'énergie représentés par des flèches, et puis il y a quand même de la perte au sein de tout cet écosystème. Ensuite, le bilan concernant cette activité. Les végétaux chlorophylliens sont à la base des chaînes alimentaires. Grâce à leur photosynthèse, l'énergie solaire est convertie en énergie chimique contenue dans les molécules organiques produites. Énergie chimique disponible pour les maillons suivants. Ainsi, bien que les végétaux n'exploitent que 1% de la puissance solaire disponible, ils la convertissent en source d'énergie disponible pour l'ensemble des êtres vivants, qui eux la récupèrent par respiration ou fermentation. Grand B, la photosynthèse est aussi à l'origine d'un surplus de matière organique produite, surplus qui peut ensuite être transformé en combustible fossile. Donc là, on va voir comment se fait la fossilisation de la matière organique produite par photosynthèse dans un premier temps. Et cette fossilisation se fait à l'échelle des temps géologiques, donc il faut des milliers, voire des millions d'années. Alors, l'activité 4 permettait de voir l'origine et l'utilité des combustibles fossiles. Notamment, on avait travaillé un petit peu sur le charbon. À l'œil nu, on pouvait observer un schiste. On pouvait y voir ici déjà une couleur noire qui montre que c'est riche en carbone. Ensuite, des traces de feuilles, de fougères, sous forme de fossiles, ainsi que leurs tiges. Là, ici, on a verticalement des tiges de fougères arborescentes, donc des fougères qui ont un port avec du bois, comme des arbres, donc fougères arborescentes. À l'époque du Carbonifère, il y avait des forêts de fougères arborescentes. Donc le bilan de ce poste, c'est que des fossiles de feuilles et de tiges de fougères sont visibles dans ces roches. Maintenant, si on compare les molécules que l'on trouve dans le pétrole aux molécules organiques et qu'on les visualise avec Rastop, en bas, nous avons 3 molécules organiques, la chlorophylle des végétaux, le cholestérol que l'on trouve dans notre sang, par exemple, et des opanoïdes qui sont des molécules que l'on trouve aussi chez les végétaux. En haut, on a 4 noms de molécules, le dinostérane, l'opane, le phytane et la porphyrine, et vous deviez, en comparant les molécules organiques, retrouver ce qu'elles pouvaient donner comme molécules du pétrole. En les classant et en regardant notamment par exemple le nombre de cycles qu'il y avait dans la molécule, là il y en a 4, là il y en a 5, là c'est une chaîne et là vous avez quelque chose de cyclique avec 4 atomes d'azote, on pouvait repérer les similitudes entre les molécules et faire les correspondances. Ainsi, vous aviez le cholestérol qui pouvait donner du dinostérane avec une petite transformation au passage,
les opanoïdes qui donnaient les opanes, et la chlorophylle qui donnait les phytanes et la porphyrine. Si je regarde un petit peu dans le détail mes molécules du pétrole en haut avec les molécules organiques dont elles sont originaires et que je les compare, je peux voir que, par exemple, le cholestérol a la même composition chimique avec des cycles d'atomes de carbone en gris reliés à des atomes d'hydrogène en blanc, mais il a un oxygène en plus. Donc, le cholestérol, comparativement au dinostérane, est plus riche en oxygène et il a la même quantité d'atomes de carbone et d'hydrogène. Du coup, le dinostérane, molécule du pétrole, en proportion, il est appauvri en oxygène et il est enrichi en carbone et hydrogène puisque le pourcentage de carbone et d'hydrogène est supérieur ici puisqu'il y a un atome d'oxygène en moins. Pour l'opane, qui est aussi une molécule du pétrole comparée à l'opanoïde dont il est issu, pareil, l'opane s'est enrichi en carbone et hydrogène puisqu'il s'est appauvri en oxygène. On voit ici 4 atomes d'oxygène. Donc au bilan, les molécules du pétrole s'appauvrissent en oxygène et du coup s'enrichissent en carbone et hydrogène. On dit du coup qu'elles forment des roches carbonées car elles sont riches en carbone. Donc c'est des roches particulières, hein, le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Bon, le gaz n'est pas une roche, mais du coup ce sont des roches riches en carbone, roches carbonées. Les charbons, comment on peut prouver qu'ils sont source d'énergie? Lorsque, dans une enceinte fermée, je mets ici une sonde à CO2 pour mesurer le taux de CO2 dans cette enceinte et un thermomètre au cours du temps, et que j'y mets ici un bout de charbon incandescent, donc brûlé à vif, et ensuite je le laisse se consumer. J'observe qu'au cours du temps, ici, la température a tendance à légèrement diminuer, puis elle augmente, et le taux de CO2 dans l'enceinte augmente. Qu'est-ce qui a fait augmenter le taux de CO2 dans l'enceinte? C'est la réaction qui se passe, c'est-à-dire la combustion du charbon. Donc, la combustion du charbon libère du CO2, qui est un gaz à effet de serre, ainsi que de la chaleur, donc de l'énergie thermique. Donc, dans le charbon, il y a bien de l'énergie thermique qui peut être contenue et libérée lorsque on brûle le charbon. Enfin, dans le poste 4, vous aviez une vidéo à regarder, muette, pour comprendre comment se forme le charbon et ainsi indiquer pourquoi on peut dire que le soleil est la source d'énergie initiale qui est à l'origine des charbons ou des combustibles fossiles. Vous pourrez retaper le lien de la vidéo pour la regarder à nouveau. Mais du coup, ce qu'on explique ici, c'est lorsque vous avez une forêt qui se forme, elle forme et elle se grandit par photosynthèse, donc on capte bien l'énergie du soleil au départ. Puis, si vous avez un envahissement de la mer, vous avez l'enfouissement dans des marécages ou dans des lagunes de la végétation. Et donc, en noir ici, vous accumulez de la matière organique morte qui, au cours du temps, va être à nouveau recouvert ici par l'estuaire ou un fleuve. Et donc, il va y avoir d'autres sédiments qui vont se superposer à la matière organique, qui va donc s'enfoncer dans le sol. En s'enfonçant dans le sol, cette matière organique subit des transformations liées à l'augmentation de pression et de température lorsque on s'enfonce dans le sol, si bien que cette matière organique va se transformer en charbon. Donc l'énergie du soleil captée par les végétaux peut se retrouver indirectement sous forme de charbon qui, elle, contient de l'énergie puisque quand on brûle du charbon, cela libère de l'énergie thermique. Donc, bilan de cette activité 4. Les combustibles fossiles comme le gaz, le pétrole, le charbon présentent des indices de leur origine biologique. Outre les traces de fossiles végétaux, le plus souvent qu'on peut observer, ils sont composés des principaux atomes des êtres vivants, c'est-à-dire carbone, hydrogène, parfois un petit peu d'oxygène et d'azote. Ils se sont formés sur des dizaines de millions d'années par accumulation de la matière organique dans les sédiments, à l'abri du dioxygène de l'air, donc c'est pour ça qu'il faut que la matière organique se forme dans un milieu aquatique, que ce soit un marécage ou un bord de mer, puis par enfouissement et transformation. Donc c'est là que la matière organique va s'enrichir en carbone, sous l'effet de l'augmentation de la température et de la pression avec la profondeur
Ainsi, les énergies fossiles ont pour origine finalement une fossilisation de la matière organique qui est produite lors de la photosynthèse par les végétaux qui ont transféré l'énergie solaire sous une autre forme à l'échelle des temps géologiques. Conclusion générale du chapitre 2. Vous avez ce schéma, page 107 de votre livre, où grand 1 de mon cours, la photosynthèse est la source d'énergie du monde vivant. L'énergie solaire captée par les feuilles des végétaux, notamment les radiations bleues et rouges, qui sont absorbées par la chlorophylle des végétaux, permet de faire la photosynthèse. Cette photosynthèse a pour objectif de fabriquer du glucose, qui est une matière organique qui contient de l'énergie chimique. Donc là, on a transformé l'énergie solaire en énergie chimique. Le long de la chaîne alimentaire, ici vous avez une chenille qui mange une feuille, donc on est sur des consommateurs primaires. Vous avez un transfert de cette matière organique, donc de cette énergie chimique, par ingestion, et donc digestion-assimilation. Cette matière organique va être métabolisée par la respiration pour libérer de l'énergie. Lors de la respiration, il y a aussi des pertes sous forme de chaleur. Donc la respiration et la fermentation sont des mécanismes qui permettent de récupérer l'énergie pour les herbivores, mais aussi les végétaux. Même mécanisme pour l'oiseau qui mange la chenille, consommateur secondaire le long de la chaîne alimentaire, où l'énergie chimique est transférée le long de la chaîne alimentaire. Tous ces organismes vivants meurent et sont décomposés. Cette matière organique va être à ce moment-là minéralisée par les décomposeurs du sol. Enfin, on a terminé avec l'activité 4, où on a vu que l'énergie solaire qui était entrée sous forme d'énergie chimique dans les végétaux par photosynthèse, qui permet de produire de la matière organique, ça se fait sur des temps de l'ordre de la minute, permet de faire grandir les forêts. Ces végétaux, lorsqu'ils meurent, peuvent ne pas faire partie de la chaîne alimentaire ou des décomposeurs, s'il y a beaucoup de végétaux qui meurent en même temps. Et du coup, vous avez ici un enfouissement de cette matière organique, donc une transformation qui demande des millions d'années pour former du charbon, du gaz ou du pétrole. Donc ces combustibles fossiles se forment grâce à l'augmentation de température et de pression lorsque la matière organique, sur un temps très long, mature en s'enfouissant dans le sol. Ensuite, nous, on s'en sert de ces combustibles en l'extrayant. L'extraction peut prendre que quelques jours pour pomper du pétrole, par exemple. Et dans ce cas-là, ça va nous permettre de brûler ces combustibles fossiles, de les utiliser lors des activités humaines, comme le transport, les usines pétrochimiques pour former différents types de plastique et toutes sortes d'industries. Ces activités humaines, lorsque on utilise des combustibles fossiles, ça libère du CO2 dans l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre et donc qui est à l'origine du réchauffement climatique actuel. Donc, pour récupérer des combustibles fossiles qu'on a mis des millions d'années à former, il faut que quelques jours. Et ça provoque en quelques minutes un gaz à effet de serre supplémentaire. Il y a une alternative qui est d'utiliser du bois, donc l'énergie bois pour le brûler et se chauffer, ou des déchets organiques que l'on recycle pour former des biocarburants ou des biogaz, par exemple du méthane. Quand on utilise ici ces déchets organiques, ce sont des énergies renouvelables puisque il ne faut que quelques années, quelques mois, voire quelques jours pour récupérer cette matière organique. Conclusion du chapitre. Les végétaux chlorophylliens convertissent l'énergie solaire reçue en énergie chimique lors de la photosynthèse en produisant de la matière organique, utile à leur propre développement, mais aussi à la nutrition des autres êtres vivants, qui eux ne sont pas autotrophes. Ils sont à la base des chaînes alimentaires. Lorsque la matière organique est enfouie dans le sol et mature dans certaines conditions au cours des temps géologiques, elle forme alors des roches combustibles fossiles qui stockent du coup l'énergie du soleil passé sous forme chimique, puisqu'il faut des millions d'années pour les faire, qui sont exploitables, mais non renouvelables, puisqu'il faut quelques millions d'années pour former ces roches. Donc non renouvelables à l'échelle des temps humains. Donc il faut recopier tout ce cours.